peuvent décider d'aller te kidnapper la nuit. On ne sait même pas où tu es. Et donc, ce John Doe là a toujours opéré dans le pays. Tout le monde le connaît. Si moi, j'arrive à enquêter sur lui, ce n'est pas le gouvernement qui ne peut pas enquêter sur lui. Donc, ces gens-là, ce ne sont pas des militaires, c'est des gens qui frappaient les gens dans la rue, qui rentraient chez les gens, qui kidnappaient les gens, avec fusil à la main. Donc, il y a beaucoup qui sont... Ameboboro le koku et pas encore en français, on peut couper. Ameboboro le koku et tout dawe. Ah oui, on t'a tout tanawe. Vidéo le monde que militaire. Août prochain, et cela demande que nous fassions une mobilisation générale. Bien, bonsoir Zagabambo. Bonsoir. Bonsoir Kodjovi Toga. Merci, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Roméo. Merci d'être là. Avant de commencer, nous allons observer 1 minute de silence en mémoire de ceux qui sont tombés sous les balles assassines du régime dictatorial de Lomé. 1 minute de silence. Merci. Et maintenant, on passe à l'hymne national. Merci, merci. Je crois que Roméo ou Togevi PC sont tombés. Je ne sais pas. Les deux sont au boulot. Donc du coup. Ah, d'accord. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Bien. Et on va commencer. Bien alors, Zagabambo, Togovi Toga, Kodjovi Toga, et comment se porte le M66? Ben, le M66, ça se porte très bien. Chaque jour, on essaie d'avoir plus d'impact et de convaincre plus de monde à la nécessité à laquelle on est confronté au Togo. Donc, M66 se porte très bien et chaque jour, on a plus d'adhérents et puis, en tout cas, on monte en puissance et Inch'Allah, on va arriver à nous faire. Merci. Très bien. Zagabambo, c'est aussi votre point de vue? Oui, M66 va très bien. Malgré que il y a beaucoup qui aimeraient voir le M66 tomber, mais plus les jours passent, les minutes passent, les secondes passent, plus M66 a beaucoup de racines. Donc je pense que ça va très bien et que voilà, dans les jours à venir, ils vont voir tout le travail que nous faisons derrière. Voilà. Merci. De l'anniversaire à Fort Nyassimbe le 6 juin à la création d'un mouvement, qu'est-ce qui vous a guidé à passer à cette phase de structuration de votre organisation? Je laisse Kodjovi répondre. Oui, bon, d'abord, faut savoir qu'au début, on était juste des blogueurs, puis des artistes. On s'est mis ensemble. Personne n'avait une expérience en politique. On s'est mis ensemble pour défendre la cause noble, une cause qui nous tient à cœur depuis 60 ans, une cause qui tient à cœur à nos parents, à nos grands-parents, jusqu'à notre génération. Donc, on a commencé avec l'arrestation d'Amron.
le 6 juin, plus on avançait, plus on se mettait vraiment dans la peau de la politique, de vraiment ce qui se passait au Togo. Et plus on s'entourait des gens plus aguerris que nous. Donc, en force faisant les choses, on a pensé à une structuration pour avoir plus d'impact. Là, parce que avant c'était le groupe des blogueurs, le groupe des artistes. Vous voyez, quand on voulait nous désigner, c'était pas ça n'avait pas vraiment un impact vraiment psychologique dans la tête des gens. Donc, on a pensé mettre un mouvement en place où les gens vont voir leur vision adhérer à notre vision, pour ça forme un bloc vraiment pour faire face à cette dictature qui sévit au Togo. Donc on a pensé comment essayer d'avoir un mouvement ou bien quelque chose pour que les gens puissent adhérer vraiment fort, qui a un impact vraiment psychologique et puis sur le terrain. Donc c'est là on a pensé à un mouvement. Et puis, le 6 juin, comme c'était l'anniversaire de Fort, qui est le 6 juin, et puis notre première manifestation, ça s'est fait le 6 juin, donc on a dit, mais bon, comme c'est un mouvement qui a pour objectif de dégager la dictature de Faure Gnassingbé, et cette même personne est née le 6 juin, donc on va donner le nom au mouvement 6 juin, qui fait M66, d'où la création du mouvement M66. Et on a avec le temps, on a vu que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de monde qui sont dans le M66. Ça fait plus d'impact que de dire les blogueurs, les artistes. Merci, Claudio Toga. Je pense que, bon, au fur et à mesure que nous avancerons dans les questions, nous arriverons là-bas aussi. Bien, et quant à vous, Zaga Bambo, vous êtes un artiste de la chanson. Et aujourd'hui, vous êtes engagé pour le bien-être et le changement au Togo. Qu'est-ce qui vous motive ou qu'est-ce qui vous a motivé à avoir un tel engagement? Bon, moi déjà, c'est pas aujourd'hui, parce que j'ai toujours été engagé. Je pense que c'est ce qui m'a coûté cher. J'ai toujours été engagé depuis très longtemps, mais j'ai toujours été seul. Dans mon engagement, j'ai toujours été seul. Et aujourd'hui, maintenant, je suis en groupe. Je suis encore mieux équipé par mes collègues comme Claudio Toga, Togbevi, Mokonzi, et aussi des grands frères aussi qui nous appellent pour nous conseiller, de ne pas faire des erreurs, sinon personne n'est expert dans la politique. Nous ne sommes pas des politiciens et je rêve même pas de devenir politicien. Mais je pense qu'avec la petite voix que j'ai, je peux quand même apporter un plus à la lutte que nos grands-parents ont commencé depuis dans les années 60 jusqu'à 2025. Voilà. Merci beaucoup. On a constaté que la jeunesse est la frange du peuple la plus mobilisée et qui a suivi les mots d'ordre de manifestation depuis le 6 juin. Bon, qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que les autres ne sont-ils pas concernés? Ok. Bon, si tu veux, je réponds. Hein. Oh, vas-y, d'accord. Bon, moi, je pense qu'en fait, il y a eu beaucoup de séquelles dans la lutte du Togo, ok? Si vous avez bien vu, tous nos grands frères, la plupart de nos grands frères qui ont commencé cette lutte, se sont retrouvés à être du côté de Faure Gnassingbé aujourd'hui. Je peux citer un monsieur comme Abbas Kabwa, qui était vraiment contre Faure Gnassingbé, qui est aujourd'hui avec lui. Il y a Afang Bedi aussi, qui était contre lui, qui est avec lui aujourd'hui. Il y a J.Chris Olympio aussi, à un moment donné, qui s'est réconcilié avec Faure Gnassingbé. Il y a aussi, il y a plein, il y a les Kokoroko, il y a Kokoroko aussi, pendant un moment, qui s'est retrouvé du côté du président. Il y a, et tout ça, ça a traumatisé la génération d'avant. Donc, automatiquement, ils se disent, qu'est-ce qui prouve que ça ne va pas être la même chose encore actuellement? Mais, ces grands frères-là aussi ont eu quand même une petite raison aussi. Ok? Vous témoignez très bien. Oui. Quand, oui, il y a aussi Bodjona. Il y a plein que je peux citer. Quand tous ces grands frères-là ont commencé à lutter
pendant un moment, quand on faisait appel à la population, les gens ne sortaient pas. Donc, ils se sont dit, mais je me bats pour quel peuple? Ce n'est pas toute la raison, hein. C'est au moins 2% de leur trahison. Voilà. Mais il y a ça aussi, où le peuple ne répond jamais aux leaders, tu vois. Et en 2017, il y a eu M. Tchikwi Achadam qui est venu avec une nouvelle manière, avec une lumière, enfin, il est arrivé avec son style, sa manière de faire, et ça a pris en 2017 la même chose, toujours encore des histoires de trahison, des histoires de temps. L'autre a dit ça, l'autre dit ça, l'autre a dit ça, et tout ça, ça a fatigué en fait la génération passée. Et ça commence encore à jouer encore sur la nouvelle génération. Mais nous sommes là pour faire comprendre à cette nouvelle génération que on va changer les choses. Nous ne sommes pas des politiciens. Moi, je ne rêve pas de devenir un président ou ministre ou quoi que ce soit. Ça ne m'intéresse pas. Déjà que je n'aime pas être responsable même de quoi que ce soit. J'aime être en liberté. Je suis un rastaman, freestyle et tout. Mais je peux apporter quand même un plus. Donc, du coup, si vous voyez qu'aujourd'hui, il y a quand même une minorité de la jeunesse qui sort, qui, malgré ça même, il y a d'autres même qui sont un peu fatigués déjà, qui disent est-ce que la lutte là va donner. Mais moi, je tiens à rassurer cette nouvelle génération que si vous ne le faites pas, personne ne va le faire à votre place. C'est pour ça qui fait que Faure Gnassingbé, en fait, c'est ça son système. Il a joué avec tout ça pour que la jeunesse ne puisse pas se lever un jour. Ça fait partie de son plan. Donc, du coup, je pense que cette nouvelle génération, on va aller très, très loin. Merci. Vous êtes de même avis, Doguin? Oh oui, je suis du même avis. Et puis, ce que moi je vais ajouter, est que déjà Garcia l'a mentionné un peu, c'est parce que d'abord le mouvement du 6 juin, quand on a commencé, beaucoup de grands frères n'ont pas cru. Ils disaient, ah, c'est des blogueurs, on n'a pas vraiment, on ne pesait pas politiquement comme, ouais, c'est pas comme avant, c'était vraiment les politiciens, les gens qui aspiraient vraiment à la politique, qui faisaient tous ces mouvements. Donc, quand on a commencé le mouvement, ils n'ont pas cru vraiment que des blogueurs, des sympathistes peuvent avoir des impacts sur le terrain. Ce qui a fait que, quand on a commencé, les gens n'ont pas trop cru. Et les jeunes, c'est les jeunes qui étaient plus nos fans, comme Zaga, comme moi, c'est les jeunes qui nous suivaient le plus. Et les jeunes, oh, ils ont cru. Et puis, quand on a lancé le mouvement, les manifestations, du 6 juin, comme ça a donné, c'est là beaucoup de gens se sont dit, ah, ce que ces jeunes ont commencé, ça peut donner quelque chose. Et vous allez voir que aujourd'hui, le M6, les grands frères commencent plus maintenant à intégrer plus aujourd'hui qu'il y a un mois. Donc c'est après ça aussi que beaucoup de grands frères ont dit que ah, ça pourrait donner quelque chose. Et puis ce que je voulais aussi mentionner, que la force aussi qu'on incarne du M66 qui fait qu'aujourd'hui les grands frères aussi commencent par penser qu'on n'a pas de leader. Avant, il y avait un leader qui soulevait le peuple, et ce leader-là, le parti au pouvoir, essayait par tous les moyens pour le casser. Aujourd'hui, il n'y a pas de leader. Vous faites allusion à qui? Pardon? Vous faites allusion à qui? Oh bon, non, à tout le monde. Le leader en question. Non, si on voit tout dans le passé, si on prend Tiki, tu vois, quand dès qu'ils l'ont chassé en exil, le mouvement est mort. Si on prend les autres, dès qu'ils sont associés, c'est mort. Tu vois, donc aujourd'hui, il n'y a plus de leader. C'est ce qui fait notre force. Il n'y a plus de leader. Chaque membre du M66 est un leader. Ce qui fait que c'est compliqué pour le pouvoir. Qui vont mettre en exil, qui vont arrêter pour que le mouvement se casse. Donc, c'est ce qui fait que aujourd'hui, il n'y a plus de grands frères qui viennent, mais au début, il n'y avait pas plus de grands frères parce que aussi, ils ne croyaient pas que des simples blogueurs ou artistes pouvaient vraiment impacter dans la politique. Donc, c'est ça aussi. Merci beaucoup. Et comme vous parlez de cela, vous parlez de Tipeee, vous parlez du grand mouvement, de la grande mobilisation. Et je vais vous faire voir 2 vidéos et on va continuer. Et la première vidéo, c'est en Côte d'Ivoire. Grand merci à son Excellence, Monsieur le ministre Amadou Kone. Moi qui n'ai pas besoin d'être président, moi qui n'ai pas besoin d'être mort.
Bien, on va passer à la deuxième vidéo. Et celle-ci, c'est au Togo. Le 19 août 2017. C'est le 19 août 2017, et à l'appel du PNP, à l'appel de Maître Tipi Achadam. Voilà, vous avez regardé les deux images. Celle qui est récente, qui s'est passée en Côte d'Ivoire la dernière fois, et la deuxième, donc c'est l'appel, enfin la manifestation, la marche du 19 août à Lomé. Alors, vous avez lancé un nouveau mot d'ordre de manifestation nationale pour le 30 août prochain. Pouvez-vous mobiliser cette fois-ci autant de manifestations comme en Côte d'Ivoire ou comme ce fut le cas le 19 août 2017 à l'appel du PNP de Maître Salifou Tipi Achadam? Oui, bon, moi je peux répondre. Oui, allez-y. D'abord, le problème du Togo, la configuration est un peu différente. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, ils ont des opposants qui pèsent vraiment, des vrais opposants qui pèsent vraiment dans la balance, qui ont un mouvement que les gens adhèrent, qui ont un style de gouverner, un style de penser que beaucoup de gens adhèrent. Par contre, au Togo, on manque des vrais opposants forts, qui sont vraiment imposants. Si on voit les opposants qui sont au Togo aujourd'hui, c'est des opposants, ils sont des opposants, mais ils ont perdu beaucoup de crédibilité envers la population par beaucoup de problèmes qui ont lieu dans le passé. Ce qui fait qu'on n'a plus des opposants avec des idéologies fortes, comme on prend comme Gbagbo en Côte d'Ivoire. Gbagbo, c'est un président, c'est un opposant qui pèse, qui a des idéologies dans lesquelles beaucoup de gens se retrouvent. Vous voyez? Je ne vous arrête pas. Les opposants au Togo ont perdu de crédibilité, ou bien c'est le régime qui, par la force, les a anéantis, les a réduits aussi. Oui, bon, quand ils disent ont perdu de crédibilité, c'est parce que le parti au pouvoir utilise des stratégies intelligentes pour les faire tomber dans des pièges. Tu vois? Donc c'est ça qui fait que beaucoup de gens perdent de crédibilité. Admettons, je prends Jean-Pierre Fabre par exemple. Jean-Pierre Fabre, on te donne une mairie pour gérer, mais au même moment, tous les projets que tu veux faire dans ta circonscription, ils te décaissent jamais l'argent pour le faire. Donc c'est comme un piège. Donc on te laisse là, sur un poste, mais vers la fin, ils te donnent rien pour développer ta commune. Vers la fin, ils vont dire que toi qui étais de l'autre côté, tu criais qu'on faisait rien. On t'a nommé, tu n'as rien foutu pour ta circonscription. Donc les gens ne commencent pas à dire que toi-même on t'a donné maire, tu n'as rien fait. Si tu deviens président, qu'est-ce que tu vas me faire? Donc c'est des petits trucs comme ça nos opposants ont tombé dans des petits pièges comme ça qui les a décrédibilisés. J'en prends juste aussi l'élection passée. Bon. Pour les opposants, vous dites que le gouvernement qui est là sont illégitimes. Ils sont illégitimes, ils n'ont plus droit à aller à l'élection parce qu'ils ont changé de constitution avec des députés qui avaient déjà leur mandat expiré, qui sont plus aptes à voter des lois. Vous-même, vous dites ça, et au même moment, ce même gouvernement que vous dites illégitime font des élections, au même moment, vous vous présentez aux élections. Donc, ça fait que tout ça, la population voit que c'est beaucoup d'incohérences. Et là, vous allez aux élections, malgré que beaucoup de gens vous ont dit de ne pas aller aux élections. Vous n'avez pas écouté vos partisans. Vous êtes quand même partis aux élections. Et à la fin, comme d'habitude, ils ont volé les élections, ils ont tout pris comme d'habitude. Donc, déjà ça, c'est encore un acte qui a encore vraiment fait chuter encore le poids des partis politiques au Togo. Donc, tout ça fait que aujourd'hui, on ne peut pas lancer un appel. Il n'y a pas vraiment un parti maintenant aujourd'hui qui peut
qui peut lancer un appel pour que la population sorte vraiment comme ce qu'on voit en Côte d'Ivoire. C'est impossible. Parce que déjà, les partisans, la population ne croient même plus à ces gens-là. Fait que c'est impossible d'abord. Donc, la seule chose aujourd'hui qui peut marcher au Togo, c'est une révolution patriotique. On a plus besoin de partis politiques, mais on a besoin de patriotes, des gens qui portent le pays dans le cœur. C'est ce que nous représentons comme le M66. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de leader politique qui aspire à un changement. Aujourd'hui, si le pays bascule, le M66, il n'y aura personne d'entre nous qui va dire on veut être président, on veut être quoi. Non. Est-ce que vous êtes sûr pour ce que vous dites? Aucun parti n'aspire au changement? Non, je ne dis pas qu'aucun parti n'aspire au changement. Je dis, nous, le M66, on veut le changement du Togo, mais on n'est pas des politiciens qui veulent être président si demain le pouvoir tombe des mains de... Vous voyez? Donc, c'est ça. Le problème maintenant, c'est le patriotisme. Comment réveiller ce patriotisme dans le cœur des Togolais? C'est ça qui manque. Parce que le Togolais, on voit dans le petit temps, on a fait notre expérience, le Togolais manque beaucoup de patriotisme. Quand on prend le Burkina a été sauvé par le patriotisme qu'ils avaient. Le Sénégal, pareil. La Tunisie, tout le printemps arabe. Eux tous, c'est le patriotisme. Tout le monde se lève pour libérer son peuple. Là, il n'y a plus question de parti politique. Il y a du ANC. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas aussi une petite différence, que ce soit au Sénégal, au Burkina et ailleurs où, que vous venez de citer? Et les soldats n'ont pas la gâchette facile comme au Togo. Comme au Togo, l'armée ou la milice a la gâchette facile sur leurs propres concitoyens. Oui, il faut savoir que, bon, moi, par mes petites recherches, pour faire tomber toute dictature, il ne faut jamais espérer que du premier abord, l'armée va vous laisser. Il faut imposer le comportement de l'armée à l'armée, par la masse. C'est quand la masse sera vraiment, comme en Côte d'Ivoire, quand la masse sera vraiment importante sur le terrain, l'armée sera obligée de laisser tomber. Ils n'auront plus le choix. C'est ça. Mais les Togolais, eux, ils veulent que, quand on commence par sortir, l'armée ne fasse rien. On est dans une dictature. Et dans une dictature, n'espérez jamais que quand vous allez commencer par sortir 100 personnes, 200 personnes, l'armée va vous laisser passer. C'est impossible. On doit forcer l'armée à jeter les armes par la masse. Si le nombre qui est sorti en Côte d'Ivoire, si on sort au Togo, l'armée voit une masse, ils peuvent rien faire, ils peuvent même pas, ils vont fuir. Ça c'est automatique. Et quand ils vont fuir, et une fois que le général qui donne les ordres aux soldats sur le terrain, une fois que ces soldats ne peuvent plus rien faire, le général n'a plus de pouvoir. Son seul pouvoir, c'est le commandement qu'il donne. Une fois que ces soldats sur le terrain sont tombés, le général devient juste une feuille de papier. Donc, c'est ça. Il faut forcer le comportement des soldats sur le terrain par la masse. Il faut qu'on sorte massivement. C'est ça qui va faire fuir tout le monde. Donc, je pense que c'est ça ce qui manque au Togo, c'est le patriotisme. Nos frères manquent beaucoup de patriotisme. Même ces manifestations passées, imaginez que les gens vendaient leurs propres frères pour 1000 francs, pour 500 francs. Ça veut dire que beaucoup de gens ne comprennent pas que le combat qu'on fait, c'est pour leur bien aussi. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Les gens pensent que quand on dit de sortir, c'est pour moi, c'est pour Zaga, c'est pour Tog Baby. C'est pour les gens qui sont sur la route. Non. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Si tu vends ton frère pour 1000 francs, pour 500, alors que toi-même tu es dans la misère depuis 60 ans, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est ce côté qui manque un peu au Togo par rapport aux autres pays qui ont réussi à faire des révolutions. Bon, moi je vais répondre à la question de... Ou c'est pas une question, ce que vous avez dit. Vous avez dit que tout à l'heure que peut-être que c'est parce que les militaires au Togo ont la gâchette facile. Moi je pense que c'est faux. Je vous dis pourquoi. Les militaires togolais n'ont pas la gâchette facile puisque le Rwanda, Sierra Leone, il y a plein de pays que je peux citer, même la Côte d'Ivoire et même le Burkina. C'est juste que, en fait, Yadema a mis la peur dans la tête des gens.
depuis des années. Donc, du coup, ça résonne encore dans le cerveau de beaucoup de personnes. Sinon, en vrai, il y a des pays où ça tire beaucoup, même, comment on appelle-t-on, en Syrie, tous les Bachar al-Assad, il est parti quand même. Oui. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, quand vous êtes patriote, vous êtes prêt à libérer votre pays. Et puis, ce qui concerne, en fait, tout ce qui est politique, je pense que le peuple aussi a sa responsabilité aussi dans l'histoire. Il ne faut pas juste accuser les leaders d'opposition et laisser le peuple aussi. Le peuple aussi a sa responsabilité aussi. C'est pour ça que tout le monde doit arrêter de s'accuser et prenons une nouvelle route, un nouveau départ et aller vraiment ensemble. Tu vois, si on veut se dire, lui là il est comme ça, le peuple était comme ça, les opposants, oh il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas les trucs comme ça. Oui, nous tous on connaît ça. Maintenant, c'est un nouveau départ. Ok, nous sommes en 2025. Et vu que vous avez été proche de Monsieur Tipi Achadam, actuellement là, qu'est-ce qu'il pense du Togo? Plutôt, je vais vous poser la question là-dessus. Donc, parlant de Maître Tipi Achadam, vous aviez lancé un appel à lui lors de vos interventions passées. Oui. Donc, quel message avez-vous pour les militants de toutes les organisations sociales et politiques au Togo et principalement ceux du Parti national panafricain? Bien, avant que vous ne répondiez à cette question que je vous ai posée, vous me demandez que pense Tipi Achadam, ou bien quelle est votre question? Parce que j'ai essayé de passer partout pour avoir ces nouvelles, savoir c'est quoi sa position, savoir c'est... Parce qu'à un moment donné, il a inspiré beaucoup de jeunes aussi. Ok? Donc, on ne peut pas lutter pendant 2 mois et on n'a aucune nouvelle de lui. Il n'y a personne qui parle. Et qu'arrivé un moment, on sera obligé. Moi, personnellement, j'ai oublié même. Parce que je me dis, mais bon, le Togo, c'est pour nous tous. On doit faire quelque chose. Mais son silence pendant tout ce moment-là, je trouve que c'est quand même pas bien pour la jeunesse. Voilà. Donc, vu que vous avez été proche de lui, j'aimerais savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'il pense aujourd'hui de cette nouvelle génération qui essaye de faire les choses sans les leaders politiques. C'est là maintenant qu'on a besoin de tous les leaders. Ok? C'est là maintenant on a besoin. Là actuellement on a besoin de tout le monde. Et on laisse tout sur le dos de la jeunesse, tout. Mais non. On leur demande en tant que les patriotes, maintenant, quand les choses vont changer, entre eux les politiciens, ils vont s'asseoir. Nous, dans le M66, c'est ce qu'on dit. Ils vont s'asseoir, ils vont mettre une constitution ferme pour tout le monde. C'est que c'est la constitution qui va faire que les règles seront respectées. C'est qu'il n'y aura aucun président qui viendra faire plus de 10 ans au Togo. Donc c'est pour ça que les gens qui demandent, oui, et quand le fort va partir là, qui va remplacer? Personne ne sait. Mais quand il va partir, il y aura une constitution ferme pour tout le monde. C'est ça que nous voulons. Merci. Et j'espère que ça viendra. Dès que Ford partira, ça viendra. Bien, s'agissant de Maître Tipi Achadam, c'est bien que vous ayez posé la question. Oui, j'étais très proche, très proche. Mais comme vous le savez, vous tous, je ne suis plus du parti. Donc, les nouvelles que j'ai de lui, ce sont d'anciennes nouvelles. Lorsqu'il était apparu, lorsqu'il devait aller faire ses analyses médicales au Ghana, il est apparu, vous l'avez vu sur un pont au Ghana. C'est les dernières nouvelles que j'ai de lui. Donc, évidemment, je peux vous rassurer qu'il se porte bien. Il se porte bien, il va à merveille. Et certainement, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et ce qu'on dit dans les télévisions, il est au courant. Mais peut-être ma simple analyse, c'est que c'est quelqu'un qui prône la non-violence. Vous l'avez entendu toujours dire, à Sigbalo, main vide. Vous voyez? Bon, au début, c'est comme, je sais pas,
bon, des jeunes sont sortis peut-être, bien que les jeunes ne soient pas violents, les soldats sont sortis avec violence, ils ont tabassé, ils ont même déjà certains. Bon, c'est là que je pense que peut-être la politique, la stratégie de Tipi Achadam ne concorde pas tellement avec ce qui se fait sur la place. Mais maintenant, le M66 adopte une stratégie de non-violence. Le M66 n'a pas appelé à la violence. Ils ont demandé aux jeunes de sortir, mais ce qui se passe sur le terrain, c'est ça qui fait que Achadam est un peu prudent, puisque lui ne prône que la non-violence. Et c'est exactement ce que aussi, nous aussi, quand on est sorti, on a dit aux gens de sortir. Voilà. Et de prendre les casseroles et crier, sortir, monter le truc. Oui. Et à partir de là, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été agressées, frappées, torturées. Et là, nous sommes venus dire, les gars, maintenant que c'est comme ça, dans vos quartiers, protégez-vous, mettez-vous en légitime défense, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Tu ne vas pas rester, on vient t'agresser pendant 60 ans, on vous agresse, et vous restez les bras croisés. Donc, c'est facile pour des détracteurs de venir dire que oui, la violence, vous demandez aux gens. Non, c'est la légitime défense, c'est tout à fait normal. Okay? On ne peut pas aller faire une manifestation où les militaires poursuivent les gens jusqu'à dans leur chambre. Dans leur chambre. Donc, ça devient, ce n'est plus on n'est plus dans un pays de loi. Donc, c'est normal. Voilà. Oubliez ceux qui font semblant de jouer non, nanani, nanana. Le parti le plus violent au Togo, c'est Faure Gnassingbé et son gouvernement. Vous le savez très bien. Sans dire unir, parce que unir n'a rien à voir avec Faure Gnassingbé et son gouvernement. Unir là, il y a forcément les gens qui sont bons là-bas. Même après Faure, unir va exister toujours. C'est un parti politique qui sera toujours puissant dans le pays. Donc, faut pas mélanger les choses. Il faut le peuple a besoin de Tipi actuellement. S'il peut apporter une petite force à la population, ça sera une bonne chose. Justement, comme je le dis, il vous écoute, il écoute tout ce qui se dit dans le pays et sur les réseaux sociaux. Je suis certain qu'il écoute tout, mais attendez de voir, puisque habituellement, à l'occasion de l'anniversaire du PNP, à la veille, il a l'habitude de sortir. Donc, attendons, espérons que le 18 août, le 17 ou le 18 août, il fera une déclaration, il fera un discours. Espérons. Peut-être qu'il prendra en compte tous vos appels. L'appel que vous lui lancez de sortir et de prendre la parole. Et j'affirme que vous n'êtes pas seul à lancer cet appel, à l'appeler et à enfin dire quelque chose dans cette situation. Il y a d'autres blogueurs, il y a d'autres personnalités qui appellent M. Achadam à sortir, à dire quelque chose et surtout à appeler les gens à se joindre à la lutte. Donc j'espère que votre appel sera entendu par le président national, par le président du parti national panafricain. Bien, on passe à autre chose. Ou bien Kodjo veut ajouter quelque chose? Oh bon, moi, ce que la gars dit, c'est pertinent parce que même Tipi, quand il a fait ça, quand il a essayé dans son temps, il y a eu toujours de violence. Ils ont arrêté beaucoup de gens et puis la plupart des prisonniers politiques aujourd'hui sont les gens de l'évolution, tout ça. Donc oui, c'est vrai que la population ne va pas utiliser la force, tout ça c'est le pacifique, mais avec un régime dictatorial, il faut s'attendre qu'ils vont toujours frapper les gens, ils vont faire des petits. S'il ne veut pas de violence, des deux côtés c'est impossible. La population, eux, ils vont sortir sans violence, mais l'autre côté, il va toujours violence. Donc, s'il veut prôner la non-violence pour espérer qu'on enlève ces gens-là, je pense que c'est impossible. Bon, ça c'est selon moi. Hein. Donc, pas la violence de la population, mais il y a toujours une violence derrière.
Nous, on doit toujours sortir pacifiquement. C'est la masse. Tant qu'on ne sera pas nombreux, ils vont toujours nous frapper, ils vont toujours faire ce qu'ils veulent. Donc, notre force, ça serait la masse. C'est ça seulement qui manque. Tout ce que je vais ajouter. Ce sera le nombre. Oui, c'est ça. Le nombre massif des Togolais. Bien, on en viendra aussi. Je voudrais vous poser la question, pourquoi la date du 30 août? Pourquoi cette date a été choisie? Je pense, à mon humble avis, que ce n'est pas un hasard. Je pense que vous savez déjà. Allez-y sur Google et tapez 30 août. Et vous allez voir c'est quoi cette date-là au Togo. Vous-même, vous les Togolais, tous les Togolais là, allez-y sur Google, tapez le 30 août. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir. Non, vous êtes mes invités, vous êtes ici et expliquez encore à nos frères. Ne les envoyez pas à Google. Il y a des jeux. Non, comme ça, ils vont aller voir. Moi, j'appelle notre date qu'on a pris, moi, j'appelle le 30 août 2025 comme une réindépendance du Togo. Il faut une réindépendance du Togo, ce 30 août. Le 30 août, pour ceux qui ne savent pas en résumé, le 30 août, c'est le jour qui a déclenché l'indépendance du Togo. C'est pas officiellement, c'est pas le jour programmé pour l'indépendance du Togo, mais le 30 août, c'est le jour où l'indépendance du Togo fut déclenchée. Le processus vraiment fut déclenché jusqu'à ce que... Vous parlez des années d'avant les indépendances. Oui, je parle du 30 août 1956, je pense que j'ai de bonnes mémoires. C'est le jour où fut déclenché vraiment le processus pour arriver à l'indépendance du Togo qui fut le 27 avril. Donc, le 30 août, c'est un jour vraiment symbolique pour le Togo. C'est un jour où l'indépendance du Togo fut vraiment déclenchée. C'est pourquoi j'appelle ce 30 août 2025 une journée de réindépendance du Togo. Le Togo, on veut que cette manifestation soit une journée de réindépendance du Togo. Il faut que le Togo soit je sais pas comment dire en français, mais soit réindépendant de nouveau. C'est ça. Le 30 août aussi fut l'appel historique de notre papa du dictateur, comme Gnassingbé Eyadema aussi, fut l'appel historique à Palimé aussi, Eyadema. C'est un appel qu'on pensait structurer le Togo sur de bonnes rails, mais finalement on s'est rendu compte que c'est une date où ils se sont rassemblés plutôt pour nuire ce pays depuis 60 ans. Donc, c'est qu'on a choisi cette date. Comme c'est cette date, ils ont pris pour détruire le Togo. Quand je parle de Eyadema, on va utiliser cette même date pour les faire partir. On a pris en général cette date. C'est beaucoup de choses ensemble, cette date. Moi, j'appelle cette date une réindépendance du Togo. Tout à fait. Évidemment, le 30 août, c'est le 30 août 1969, c'est l'appel historique de Palimé. Et il a appelé ça un creuset national où viendraient se fondre toutes les forces vives de la nation. Donc c'était la création d'un parti unique. Voyez? Et ce parti unique a dirigé le pays à travers Eyadema Gnassingbé jusqu'en 90 où, enfin, il y a eu le MO5, enfin, avant 90, en 89, il y a eu le vent de l'Est, donc parti de la comment dirais-je, de la désagrégation ou bien le désagrégement des pays de l'ancienne Union soviétique et qui a fait bouleverser le monde entier, surtout en Afrique. Ce vent a soufflé vers l'Afrique et déjà en 90, chez nous, et la jeunesse du MO5 a pris le devant et ça a abouti à la conférence nationale souveraine. Et après la conférence souveraine, il y a eu création de plusieurs partis politiques. Voilà en résumé le 30 août
donc cet appel historique de Palimé, où toutes les forces vives devaient venir se fondre dans un creuset national. Donc si toutes les forces vives viennent se fondre dans un creuset national, ça veut dire que c'est la naissance d'un seul parti politique, donc le parti unique. Il n'y a plus d'autres partis politiques d'opposition. Voilà ce que moi j'ajouterai à votre commentaire là-dessus. Bien, je voudrais que vous incitiez encore une fois là-dessus. Qu'attendez-vous exactement de la population togolaise le 30 août? Zaga, voilà. Bah, je pense que le peuple même il est déjà au courant. Hein. Nous, on attend que, voilà, le 30 août, on veut vraiment voir la majorité, les mamans, les papas. Oui, la répétition est une pédagogie. Hein. Ouais. On ne se fatigue pas de répéter. Ouais, c'est vrai, mais on attend de voir vraiment cette population dehors et démontrer vraiment sa détermination à fort civil. Parce qu'arrivé à un moment, il faut arrêter. On ne peut pas laisser un pays dans la main d'une seule famille presque 60 ans. Ce n'est pas normal. Ce n'est même pas un débat qu'on doit faire. Voilà, on doit tous se lever et faire quelque chose et changer en fait le destin du Togo. Le destin du Togo, aujourd'hui, c'est dans la direction pour aller directement en enfer. Et si nous ne levons pas pour changer les choses, nos mamans, les chefs du village, la jeunesse, les femmes, tout le monde doit se lever. Pacifiquement, on se met dans la rue partout sur le territoire pour démontrer à Faure Gnassingbé que ça ne va pas. Parce que quand on dit que ça ne va pas et que vous ne sortez pas, ben lui joue avec ça, il dit que vous voyez, les gens ne sortent pas. Et que moi je suis vraiment aimé. Regardez, j'étais à Kara, les gens étaient là, ils dansaient. Vous pensez que s'ils avaient faim, ils n'étaient pas contents, ils allaient danser pour moi. Regardez, il y a la jeunesse qui sort pour aller fêter ici, ils sont dans les boîtes de nuit, ils sont en année. C'est ce qu'il dit aux ambassadeurs, aux gens de l'Union européenne ou à l'international, c'est ce qu'il dit. Donc vous devez quand même avoir le courage de sortir les mains vides, pacifiquement. Si vous êtes nombreux, personne ne va vous toucher. C'est ça. Donc j'attends cette population dehors le 30 août par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Bien. Alors, quelles sont les principales revendications du M66? Bon, je l'ai dit tout à l'heure. Nous là, on veut le départ de Faure Gnassingbé et après son départ, il faut qu'il y ait une constitution ferme. Je ne veux même pas qu'on parle de ramener la constitution de 1992. Non, je ne veux même pas. On peut aller prendre des choses dedans, tout. Mais une constitution où aucun président ne pourra faire plus de 10 ans au pouvoir. Comme ça va changer. Si tu fais 5 ans et que le peuple ne t'a pas validé, ils vont voter contre toi, tu quittes. Même si tu fais bien et que tu fais 10 ans, même si tu transformes le pays, je ne fais que répéter ça, le pays en paradis, après les 10 ans, tu fous le camp. Même Satan, s'il vient, il fait 5 ans, le peuple voit que ce n'est pas bon, il dégage. Même si Dieu vient, lui-même il vient, il fait 10 ans, et que ça ne va pas, ou bien ça va, il dégage. C'est tout ce que nous voulons. Comme ça, les choses vont changer. C'est justement la constitution au Ghana où John Rawlings a insisté là-dessus. Qui que tu sois, quoi que tu aies fait pour le pays, quand ton mandat est fini, tu t'en vas. Voilà. Point barre. C'est tout ce que nous voulons. Nous, la jeunesse aujourd'hui, on n'est pas des pôles. On ne veut même plus que quelqu'un vienne demain rester au pouvoir. Je sais personne. Comme ça, d'ici 50 ans, on aura au moins 5 familles différentes au pouvoir. On aura peut-être 10 différents présidents. Et on aura les bons, les moins bons, les mieux, tout ça, qui peut même revenir après. Tout. Donc du coup, c'est tout ce que nous voulons. Voilà. Bon, ce que moi je veux ajouter, monsieur Mapta, aux 2 questions précédentes, c'est que il faut que les Togolais
sachent vraiment dans quoi ils sont. Beaucoup de gens ne savent pas. Dans tous les secteurs, si on les dit de sortir massivement, il ne faut pas qu'ils attendent quand nous, on les dit de sortir. Il faut qu'ils voient leur quotidien. Il faut que cette colère, cette rage qui est dans le cœur de nos mamans, de nos papas, de nos frères, de nos grands frères, de nos sœurs, il faut qu'ils transforment ça en sortant pour marcher pacifiquement. Si on prend les marchés du Togo, presque tous les marchés du Togo ont été brûlés. Ouais. Et ça n'a même pas été reconstruit. Et puis, les marchés sont inondés à chaque fois quand il pleut. Mais ces mêmes gens-là marchent dans l'eau pour venir encore encaisser les taxes chez nos mamans dans ce marché. C'est incroyable. Tout ça là déjà doit révolter tous nos mamans pour qu'ils sortent. Si je prends les gens de la zone franche, le gouvernement eux-mêmes se sont assis pour venir annoncer que le SMIC est de 52 500 Togo. Mais toutes ces entreprises-là qui sont sous le ministère du Commerce, qui sont dans la zone franche, les Togolais sont encore là et qui sont payés sous le SMIC eux-mêmes se sont levés pour annoncer. Donc, si je prends même ça déjà, tous les employés de la zone franche, toutes ces choses-là doivent les révolter, ils doivent sortir. Si je prends les médecins, vous n'avez pas de scanner. Regardez le scandale de scanner. Plus de 10 millions ont été détournés pour acheter un scanner. Vous n'avez pas de scanner, vous n'avez pas des hôpitaux. Tout ça, ça fait que ça vous empêche de faire votre travail honnêtement. Tout ça là doit vous révolter. On prend les étudiants. Dans tous les secteurs du Togo, il y a un problème. Il n'y a pas un secteur du Togo où on dit ici ça va bien. Impossible. Donc chacun dans son secteur doit voir comment il est méprisé par ce gouvernement et ça doit les révolter de sortir. Aujourd'hui, le Togolais peut mourir à tout coin juste parce qu'il n'a pas, avec un accident, parce qu'il n'a juste pas 1000 francs dans sa poche. Les Emidiaman, vous devez sortir, regardez vos vies. La plupart ont des doctorats, des maîtrises, des licences, mais ils font du Z avec. Eux, tout cela doit vous révolter pour sortir. Si on vous dit de sortir, c'est pas juste quand nous on vous demande de sortir. Vous devez voir comment vous souffrez. Qu'est-ce qui ne va pas depuis ça doit vous révolter pour que vous sortiez. Maintenant, la deuxième question, c'était c'est quoi nos revendications? Nos revendications, c'est d'abord la démission du Faure Gnassingbé Eyadema qui est d'abord illégitime. Il faut que les gens comprennent vraiment pourquoi on dit qu'il doit démissionner. Non seulement il a fait presque 38 ans de pouvoir et il a changé le gouvernement au complet. Je vous explique. D'abord, un gouvernement illégitime. Pourquoi? Pour que les gens comprennent. Le gouvernement s'est levé un beau matin avec des députés qui ont déjà leur mandat expiré. C'est-à-dire que techniquement, ils sont même plus aptes à voter une loi parce que leurs mandats sont déjà expirés. Donc, on prend ces gens-là qui n'ont même plus une valeur légale pour changer une constitution qui est, c'est pas une petite loi, une constitution qui est la colonne vertébrale d'un pays. On prend les députés qui sont même plus dans leur mandat pour changer une constitution sans même passer par un référendum, alors que la constitution stipulait bien pour faire ça, il faut passer toujours par la population. Ils changent ça et le pays, présentement, ça fait plus de 100 jours, le pays n'a même pas de gouvernement. On élit un PCM. Et avant ça, la première ministre du Togo, qui est le chef du gouvernement, démissionne. Mais ces ministres qui sont en bas d'elle, sont toujours à leur poste. Tout est mélangé. Rien n'est suivi au Togo. Rien n'est légal. Tout est fait d'une façon vraiment informelle. C'est cacophonique. Tout est mélangé. Donc, légalement, ces gens n'ont même plus de pouvoir d'exercer quoi que ce soit au Togo. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ces gens-là doivent démissionner, non seulement parce qu'ils sont déjà illégitimes à la tête du pouvoir. Et secondo, la constitution était claire
qu'après 2 mandats, Faure Gnassingbé a changé la constitution il y a quelques années pour dire que maintenant, c'est 2 mandats pour chaque président. Et que c'était pas rétroactif. Et il a recommencé son mandat à 0. Quand il a fini les 2 mandats, au lieu de partir, il revient, il change encore la constitution pour dire maintenant que c'est devenu un gouvernement, une 5e république, tout ça. Donc les Togolais doivent comprendre. Un régime parlementaire. Donc les Togolais doivent comprendre dans la salade dans laquelle on est pour vraiment comprendre nos revendications. Ce qui fait que ils doivent partir, on doit libérer tous les prisonniers politiques au Togo. Et notre troisième revendication, c'est adopter une constitution de 1992, bien une nouvelle constitution comme Zagalé a dit. Donc c'est ces 3 revendications qui ne vont jamais changer, peu importe ce qui va se passer au M66. C'est pas négociable. Ces 3 ne sont pas négociables. Au Togo, on ne peut pas faire juste, sur le plan affectio, on ne peut pas faire juste un poème et puis on emprisonne quelqu'un juste parce qu'il a fait un poème. C'est incompréhensible. C'est impensable en 2025 dans le monde. C'est impossible. Donc, toutes ces choses-là, c'est ça qui fait nos revendications qui ne sont pas modifiables. Donc, c'est un peu ça. Et puis, on ajoute, pour cette manifestation spéciale, spécialement, on ajoute pour la connexion Internet. Donc, merci. Je vais rajouter un truc. Déjà, vous voyez très bien que Faure Gnassingbé ne fait rien déjà pour apaiser le peuple. Déjà, normalement, dans un pays normal, il devait déjà libérer tous les prisonniers politiques. Mais quand on parle des prisonniers politiques, il dit que ça n'existe pas, que c'est des gens qui ont enfreint à la loi, il en a une diffamation, blablabla. Tous les gars de Tipeee, tous les gars de AMC, tous les gars, les Affectio, les Oumolu, tout ça, y compris même son propre frère Pacha. Pacha a fait quoi depuis là que tu ne peux même pas pardonner ton propre frère? Ton propre frère, tu ne peux même pas lui pardonner. Ton propre frère qui a des enfants, toi aussi tu as des enfants qui sont des cousins. Mais pour lui, la loi, c'est la loi. C'est la loi qui frappe son... Attendez. C'est la loi qui frappe son petit frère. Mais lui-même oublie qu'il est hors la loi. C'est ça. Parce que jusqu'au niveau où il est, il a piétiné toutes les étapes possibles. Il a piétiné d'abord la constitution togolaise. Alors qu'en réalité, un président, au moins quand on prend quelqu'un, on l'enferme, il y a des années où il faut avoir un cœur quand même doux. Mais Faure n'a pas ce cœur. Ici, en Europe, quand on prend un prisonnier, on lui fout 10 ans. Si le prisonnier, dans sa prison, a été un prisonnier modèle, il n'a pas fait autre chose, il est resté là. Bon, il n'a pas créé de scandale en prison. Au bout de 5 ans, on le libère. C'est ça. Mais Faure, non. Je ne sais pas ce qu'il a à la place de son cœur. Hein. Et encore son propre petit frère. Hein. Toutes les voix se sont élevées. Les organisations internationales lui ont demandé de libérer son petit frère. Non. Non, il est resté têtu, sourd et muet. Voilà. Peut-être qu'il voulait que son petit frère meure en prison. Mais s'il plaît à Dieu, lui ne mourra pas. Voilà, donc du coup, et c'est ce que je dis. Voilà, même lui, si demain il se retrouve qu'il va en prison pour peut-être beaucoup de choses qu'il a fait et que la loi fait son travail et que je vois que il y a beaucoup d'injustice dans ce qu'ils sont en train de lui faire, je sortirai encore pour le défendre. Parce que, en fait, on doit défendre même tout le monde. La loi doit être pour tout le monde. Voilà, il ne faut pas abuser. Donc, Faure Gnassingbé n'est pas prêt pour les Togolais. En fait, tout ce qu'il lui veut là, c'est le pouvoir. Et même si on doit tuer, emprisonner tous les Togolais, lui il est prêt pour ça. Et quand les gens disent qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe, donc il n'est pas au courant que ça fait 16 ans que son petit frère est en prison et qu'il n'a pas de remise de peine. Ça, il n'est pas au courant que son propre frère
a des enfants, c'est des cousins, et ses enfants, c'est des cousins. Donc, du coup, quand même, son propre frère a fait presque 16 ans au pouvoir, en prison, et on ne peut pas lui faire une remise de peine ou bien un petit truc, tout ça, on ne peut pas. Et tous les gens, les affections qui ont écrit juste un petit truc, on le fout en prison. Les Oumolou qui sont au SCRIC là-bas depuis 3 ans, il n'est pas au courant, lui il est nanani, il est blablabla, il prend les images des artistes, il s'associe avec eux, les artistes disent que oui, on est contre eux, il y a d'autres footballeurs qui foutent de la merde, ils ne veulent pas qu'on parle, le pays est foutu. Et on doit réparer ça, ce n'est pas un débat même qu'on doit faire. Donc, monsieur Ali Akondo, moi je ne vais pas trop durer parce qu'il va être minuit, demain je me lève très tôt pour aller chercher ma fille. Donc, oui, pardon, on est presque, on va vers la fin. Je pense que les questions restantes sont vraiment importantes. S'il te plaît, fais encore un effort. Fais encore un effort, je t'en prie. Bien, Amron a lancé, tout comme certaines organisations, un appel au Togolais, pardon, pour sortir massivement le 30 août. Que représente pour vous Amron dans ce combat contre l'arbitraire au Togo? Bon, Amron représente vraiment la mascotte, le vrai visage de cette lutte. Amron. Moi, j'ai toujours dit dans nos lives que le jour où le Togo va se libérer, on va remplacer la colombe de la paix par le statut d'Amron. Moi, j'ai toujours dit ça. Parce que dans toute révolution, il y a toujours quelque chose qui vient, il y a toujours un intercelle qui vient enflammer. Donc, c'est ça, Amron est. Amron est pour le Togo, comment je peux dire ça? Ce brindis de balai qui vient embraser toute une forêt. Donc, Amron est vraiment le visage de cette lutte, la mascotte de cette lutte. Amron est vraiment le leader incontesté de cette lutte, je peux dire. Donc, Amron, pour nous, restera dans l'histoire du Togo aujourd'hui et à jamais. Et on sait que ça va, on a foi, puisqu'on a commencé, ça va aboutir. Et Amron sera vraiment dans l'histoire du Togo. Amron, vraiment, c'est le déclencheur de cette prise de conscience, de cette révolution qu'on est en train de faire. Merci. Bien, suivons cette vidéo. Où est le monsieur au milieu qui a porté jaune là? Il s'appelle Thierry. L'autre en vert s'appelle Bagouda ou bien Badagou, un truc comme. Mais je vais voir les noms, tout est là. Lui aussi j'ai ses photos, j'ai tout. Le monsieur en bleu, non, je ne connais pas lui. Mais nous sommes en train d'enquêter sur lui. Mais Alex et Thierry, vous allez voir c'est qui, je vous montre sa vraie photo. Voici Thierry ici. Hein, l'homme en jaune tout à l'heure là, c'est lui ici. Tantôt il est cuisinier. C'est un cuisinier d'un grand patron aussi. Hein. Je vais parler de ça, tout ça. Alors, on ne va pas dévoiler quand même tout. Je vous présente encore Thierry. Voici encore Thierry. Tantôt il est militaire, tantôt il est cuisinier, tantôt il est milicien. Le voici encore ici, Thierry, un vrai barbare qui se promène de gauche à droite. Je vous présente encore une photo. Le voici encore Thierry dans la maison de Emmanuel Adebayor et notre star depuis la Guinée. J'ai plein de vidéos de lui où il était dans la maison d'Adebayor. Je ne sais pas c'est qui vraiment pour Adebayor, mais bon, voilà, c'est un milicien qui a eu à tabasser des gens. Je vous montre la preuve. Le voici ici. Donc, avec les miliciens, on va pas président les Togoais. Donc, comme 30 tout bana, ils se le préparer déjà. Donc, amis les Djomi, on vous attend. Peuple là, la cité Rome a dit, on vous attend maintenant le 30 août. On a tout ce qu'il faut sur vous. Fifia, un mois et demi, ni soit au bailli Ferdinand avec combien? Comment il Ferdinand avec combien? Nous avons grand frère Ferdinand m'a alerté, il avait combien? On le rodé le film. Il y a Ferdinand bien bien. Ferdinand toi bien au le cas comme nyama. Oui, et bien le dévoiler nami. Donc Monsieur Jondo, on t'attend le 30 août.
Merci, merci, merci. Bien, donc vous avez vu la vidéo de l'un ou de ceux qui sont des milices du régime, qui tabassent, qui terrorisent les concitoyens. Voilà. Alors, je voudrais vous poser la question suivante. Quel message fort avez-vous à l'endroit de ces miliciens du régime qui terrorisent ou qui sèment la terreur dans le pays? Moi, je vais répondre à ça parce que c'est moi qui mène l'enquête sur eux depuis un bon moment. Monsieur John Doe a été toujours là. Il s'appelle Elvis John Doe. Il est très connu dans le pays. C'est juste que les gens ont peur de lui. C'est un monsieur qui n'est ni militaire, qui n'est ni commissaire, qui n'est ni, je sais pas. Mais même les commissaires et même les gendarmes ont peur de lui. Ok? Moi, je l'ai connu depuis très longtemps. C'est un monsieur qui est très sombre. Et il est prêt à tout pour Faure Gnassingbé. Mais entre Faure Gnassingbé et lui, il y a un intermédiaire qui est son parrain. Que je vais parler de son parrain là dans les jours à venir. Et tous les miliciens là, je les connais eux tous. J'ai leur numéro, eux tous. Le chef d'équipe des miliciens, l'homme qui avait le truc, la fusil dans la main, je ne sais pas si vous avez vu. Attends, je vais voir si je peux trouver ça ici pour vous montrer. Voilà. Vous voyez ce monsieur là? Le monsieur là qui a fusil dans la main là. Ouais. C'est lui le chef. Et ici là, à côté, regardez bien, si je ne me trompe pas, c'est Thierry qui est juste à côté de Palizam Théodore. Donc ici, Thierry, vous avez vu, il a mis juste sa casquette. Oui. Il ne s'est même pas caché. Comme c'est dans les villages, ils se disent que personne ne filme. Tu vois? C'est pas dans les villages, mais c'est reculé de Lomé. C'est un quartier un peu précaire. Donc du coup, je ne sais pas exactement c'est où. Mais voilà. Je vous montre Thierry lui-même encore ici. Comme ça, vous allez voir que je ne rigole pas. Voilà Thierry ici. Bon, sa tête est coupée. Ici aussi, sa tête est coupée. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà Thierry encore ici, au milieu, ici, qui a porté jaune. Donc, leur chef d'équipe s'appelle Palizam Théodore. Et je tiens à vous dire que Faure connaît très bien, très bien John Doe. Et John Doe est très connu au Togo. Si lui, il décide aujourd'hui de venir arracher ton terrain ou bien ta maison, tu ne peux rien dire. Il est très fort là. Il a tous les gros bras avec lui. Ils peuvent décider d'aller te kidnapper la nuit. On ne sait même pas où tu es. Et donc, ce John Doe là a toujours opéré dans le pays. Tout le monde le connaît. Si moi, j'arrive à enquêter sur lui, ce n'est pas le gouvernement qui ne peut pas enquêter sur lui. Donc, ces gens-là, ce ne sont pas des militaires, c'est des gens qui frappaient les gens dans la rue, qui rentraient chez les gens, qui kidnappaient les gens, avec fusil à la main. Donc, il y a beaucoup qui sont Ameboboro le Koku, et pas encore en français, on peut couper. Ameboboro le Koku et tout dawe. Ah oui, on t'a tout tanawe. Vidéo le mourir que militaire ou on sort, miliciens, on donne militaire, bah ou non, yo, on y a mot pour le quartier, on le da tout autant le qui. Kamo Hoturo Tamo sur le Tangoro Tommy. Donc, Faure Gnassingbé ne peut pas nous dire qu'il n'est pas au courant de ça. Est-ce que depuis là, vous avez vu qu'on a arrêté un milicien? Ou on a arrêté un gendarme ou un policier qui a tabassé une femme? Non! On a arrêté que les manifestants. Donc, les plus violents, c'est eux. Donc, arrêtez de dire du n'importe quoi que non, nous sommes dans la non-violence. Nous sommes dans la légitime défense. Ce qui est tout à fait normal parce que nous sommes méprisés, frappés, torturés par des civils comme nous et par des militaires aussi et les miliciens. Vous voyez? Et ces gens-là, après je vais sortir des photos d'eux avec des autorités du pays. C'est là que vous allez voir que le pays est vraiment dans un pétrin, mais dans un problème très profond. Et je sais que si le peuple se lève, tout ça là va finir. Merci beaucoup. Merci, Zaga.
Bien, on évolue. M66, ou bien, Kojovi, vous voulez dire quelque chose? Oh, non, c'est parfait. Merci. Le M66 aurait pris des mesures pour soutenir les personnes blessées, les personnes arrêtées et d'autres qui sont menacées. Parlez-nous un peu de ces actions. Quand je peux parler, hein, Kojovi, si tu veux. Tu veux parler? Oui, je peux parler. Vas-y. Bon, Monsieur Ali Akondo, je vous dis que on a aidé beaucoup de personnes, ok? Mais vous savez, il y a beaucoup aussi qui ont peur. Je suis d'ailleurs témoin. Voilà. On a aidé beaucoup de personnes, beaucoup de personnes. Et l'argent même ne suffit même pas. Je vous dis la vérité, on a aidé les 200 000, 300 000, 200 000, 100 000, 500 $. On a aidé beaucoup de personnes. Mais pour ne pas mettre les gens là en danger, eux-mêmes là, en étant au Togo, ils ont peur même. Ils disent, ah, faut, madame, avocat, et soigner les filles, au lait d'arrêt, les filles, non, vignes au lait d'arrêt. Beaucoup, tous les jours, quand je vis, gère ça. Donc, c'est pour ça que la dernière fois, quand j'ai vu la vidéo de la femme de Sativi, on a fait des lives pour dénoncer que Sativi, on doit le libérer, tout. Et quand on a vu la vidéo en même temps, aujourd'hui, je vais le dire, on a sorti 300 000 francs, on a donné à sa femme. Et à sa maman ou bien sa femme, je ne sais pas quand je dis, c'est sa femme ou bien sa maman. À sa femme. Et hier, je vois une vidéo d'elle qui dit que on l'a abandonné, les Congolais l'ont baby. C'est pas bien. Ah bon? Oui, j'ai vu une vidéo d'elle qui circule, les gens m'appellent, pourquoi vous ne l'aidez pas? On a aidé beaucoup de personnes en prison. Mais il y a un groupe de concitoyens en Europe ici, en France, oui, qui sont passés par moi pour leur apporter leur soutien financier. Ah, tu vois. Tu vois? Donc, arrivé un moment, les gars, M66 est là pour aider tout le monde, mais dans la vérité. Ok? Nous là, nous sommes pour Sativi et nous sommes pour Affection, nous sommes pour Oumo, nous sommes pour tous les jeunes qui ont été arrêtés. On fait tout possible pour les aider à notre manière. C'est vrai, les Togolais ont cotisé. Les Togolais ont cotisé combien? 67 000 $ canadiens, qui fait à peu près combien? 24 millions, bien je ne sais pas combien. Mais heureusement qu'il y a encore les gens à côté qui nous aident un peu sur le terrain financièrement. Sinon, 24 millions, c'est rien, 25 millions, c'est rien du tout. Par rapport à tout ce qu'on a fait, si on veut venir faire les comptes, on veut monter tout, on a tout. À cause des gens mal intentionnés, j'ai dit à Kojovi, tout, même 50 000, quand tu sors même quand tu sors 10 000, même pour les affiches, même, tout ce qui est écrit, ça, tout, partout. Parce que les gens mal intentionnés vont commencer. Ils ont commencé même déjà à dire que, oh, escroquerie, Miga Job, alors que les Togolais même sont fiers de cotiser pour ça. Les Togolais sont fiers, nos mamans, nos soeurs sont fiers de cotiser pour ça. Et je tiens encore à vous dire aujourd'hui que, dans le M66, il n'y a personne qui peut se lever et toucher un franc dans l'argent là, sans que nous trois, on n'est pas au courant. Voilà. Et nous trois, je pense que on fait très attention. Nous quatre là, on fait très attention. La partie où on fait très attention, c'est le côté argent là. Parce qu'on sait que l'argent là, c'est un problème. Ça peut créer des problèmes dans le groupe. Donc tout le monde fait attention à ce qui se passe là-bas. Oui. Et nous avions confiance à Kojovi Toguin qui gère tout comme il faut jusqu'à présent. Ok. Donc les gars, s'il vous plaît, arrêtez. L'argent n'est pas beaucoup. On est obligé d'aider tout le monde un peu, de gauche à droite. Et il y a encore manifestation qui va se faire le 30 août. Et vous savez très bien que il y aura encore des dépenses avant et après. Donc, les gens sont là pour mettre un virus dans la tête des Togolais de ne plus cotiser comme ça. S'il n'y a plus de cotisation, c'est fini. Comme ça, on ne peut plus aider des gens. Comme ça, on va se retrouver en train de vouloir comment on va faire pour aider telle personne, comment on va faire pour aider. Et c'est ça l'objectif, les gars. Nous sommes 2 millions d'habitants, 2 millions dans la diaspora des États-Unis, jusqu'à presque 2 millions. C'est ce qu'on m'a dit.
Mais on a cotisé 67 000 $. Juste 1400 personnes ont cotisé. C'est rien et c'est 1000 quelque chose. Il n'y a même pas eu 10 000 personnes qui ont donné l'argent. Et vous êtes en train de parler. Vous êtes en train de crier. Alors que là, c'est très sérieux. C'est du sérieux, les gars. Ce combat-là que vous voyez, c'est du sérieux. Fonya Singbe, lui, dépense des milliards pour corrompre tout le monde sur le terrain. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup ne sortent pas. Vous voyez les chefs des villages là font des communications tout le temps dans leur village. Si vous ne sortez pas, actuellement je vous parle, tous les chefs ont mangé. On demande aux gens de ne pas sortir en cachette. Ne sortez pas. Vous savez que Fonya Singbe, c'est quelqu'un qui a une vision. Vous savez que Fonya Singbe, c'est quelqu'un de bien. C'est les gens qui sont autour de lui qui sont mauvais. Hein, c'est unir. C'est ça qui se passe sur le terrain. Et nous n'avons même pas les moyens pour corrompre qui que ce soit. C'est avec notre bouche et notre patriotisme que nous prenons pour en fait convaincre les gens. Mais lui, il va sur le terrain avec l'argent pour convaincre tout le monde. Parce que les gens ont faim. C'est normal. Ok? Donc, merci beaucoup. Oui, il paraît que la femme de Sativi avait fait cette vidéo-là avant l'aide que vous lui avez envoyée, enfin que les amis aussi lui ont envoyé. Il s'agit d'une ancienne vidéo qui demandait qu'à l'arrestation de son mari,